Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je switch rapidement sur les crypto-devises. Hop. Alors, on va pas se mettre on va pas se mettre en daily parce que du coup, vu qu'on regarde pas les bougies, j'aurais pas grand-chose à vous dire. En daily, je pense qu'on n'a pas cassé de niveau important, donc toujours en direction 2, mais voilà. Bon, on va faire simple, hein, voilà. En plus, c'est vrai que maintenant, comme ça, il n'y a pas de bougie, on peut pas en parler. Ce qui est pas plus mal en fait. Je dis, ça évite de parler des choses pas forcément essentielles, des choses assez secondaires ou des choses techniques qu'on peut utiliser pour additionner des informations, mais en respect pur de la stratégie, ça apporte rien. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Euh, donc on va se limiter à ça maintenant, une application pure de la stratégie. Donc quelles sont les informations toujours à disponibilité ici en 4 heures? Toujours un biais légèrement haussier parce qu'on a cette bougie là. Normalement par contre il faut les atteindre ces bougies. Alors celle-là, c'est vrai que ça je l'ai pas mis dans le manuel. D'accord, mais rappelez-vous, hein, normalement, il faut essayer d'atteindre ces zones-là en moins de 50 bougies. Donc là, bon, on est ici, il nous en reste, on est à la moitié, on va dire, avant d'espérer atteindre ce niveau-là. C'est pas une bougie d'objectif, même si ça peut être légèrement utilisé en tant que tel, mais c'est surtout pour dire, voilà, si on arrive à atteindre cette zone de prix dans le temps imparti des 50 bougies, c'est franchement qu'il n'y a plus beaucoup de résistance acheteuse en face, vendeuse en face, et que la tendance s'installera facilement après, hein, pas forcément tout de suite, c'est vraiment des signaux précurseurs. Donc toujours ce biais haussier pour ma part sur l'Ethereum, j'attends le moment où gentiment le marché va... Pour le moment on est toujours dans la partie haute, hein, c'est-à-dire les prix là actuellement, je ne sais même pas quelle est la tronche de la bougie et je m'en fous. On évolue dans la partie positive du canal de tendance, pour l'instant, il n'y a rien qui m'inquiète, et dans la partie positive du canal de contexte. Donc pour l'instant, c'est les acheteurs qui dominent sur les prix, et la grande question, c'est de savoir jusqu'où ils vont réussir à pousser avant que les vendeurs repointent le bout de leur nez. Entre guillemets, c'est vraiment ça, hein, si je devais résumer les informations de base. Et comme on a un biais positif, j'ai l'impression que les bears, ils sont pas franchement super forts, ni même en avantage sur cette zone-là. Donc pourquoi arriverait-il à résister dans le contexte? C'est toujours possible, mais en termes de probabilité, ça me semble toujours plus probable qu'on retrouve un joli biais acheteur. Le momentum, il est prêt, hein, c'est-à-dire que là, on a bien des creux et sommets ascendants. On attend simplement un petit push pour envoyer la sauce et donc casser les cycles, hein. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut gentiment attendre que Dieu sait quoi déclenche un petit moment d'achat euphorique sur cette UT 4 heures pour donc essayer d'aller traverser la vilaine zone des 145 que vous connaissez déjà. On va s'occuper des clôtures hebdomadaires cette semaine. Donc là, je vais peut-être quand même regarder deux trois bougies, hein. On va remettre deux trois bougies, mais sur les indices, hein. Bon, voilà, on va les remettre, remarque ici. Hop, on va se les mettre en hebdo. Donc pour voir la tronche de la semaine ici. Alors, c'est pas ça que je voulais par contre. Hop, voilà. Hop. Donc pour l'instant, une semaine pas un grand intérêt, mais une mèche basse pour l'instant en l'état actuel des choses, et donc pour l'instant plutôt une confirmation de la semaine passée. Le plus haut a été cassé, on maintient largement le plus bas, le biais positif est donc toujours là, mais je pense qu'il reste le meilleur à faire, donc soit d'ici la fin de la semaine, soit dès le début de la semaine prochaine, je pense, essayer de s'attaquer à ces fameuses résistances dont on parlait. Alors, les indices américains, on va y aller direct, hein, on ne va pas se prendre la tronche. Voilà. À quoi pourrait ressembler la clôture hebdomadaire des indices américains? Alors ça, c'est le cash qu'on regarde, c'est-à-dire clôturé hier soir, 2745. Pardon, je finis mon café. Et on est actuellement en train de chuter à 2732. Donc là, déjà, boum, on est retourné dans le doji de la semaine dernière, de la semaine passée. Donc ça veut dire que si on devait clôturer par là cette semaine, voire un peu plus bas, le POC ici pour l'instant se trouve à 2725. Si on vient clôturer là, deux doji de suite sur la même résistance. Bon voilà, par contre on ferait la première clôture hebdomadaire avec un rejet haussier, hein, c'est-à-dire que si on vient clôturer là à 2625, on clôture sous les 50% de la bougie, c'est pas considéré comme une bougie haussière, mais voilà, la clôture sera actée au-dessus des 61%. À voir si on y arrivera à le faire. Maintenant, si on se pète la tronche en ligne droite aujourd'hui, et très sincèrement, quand je vois le Nikkei qui a fait moins 1% cette nuit, j'ai plutôt tendance à dire qu'on va se taper un sale vendredi, et si on revient clôturer ici, c'est-à-dire 2713 tout en bas de la semaine, et qu'on fait une deuxième clôture en rejet des 61%, j'ai du mal à imaginer que la semaine prochaine puisse être haussière, hein. C'est juste pour vous la donner comme ça. Si on fait un vrai sale rejet, retour une nouvelle fois pour clôturer sous les 61% hebdo,
sans commentaire, ça va devenir sale dans les semaines qui suivent. Pas immédiatement, mais en tout cas, ce sera retour direct au précédent Fibo vers les 2640. Et entre guillemets, on va peut-être mourir ici à un moment, voire même carrément aller chercher en dessous 25,75. Quand je regarde en termes de stratégie volumique, si on rejette ici, je pense que c'est plutôt là qu'on va retourner. Ça ne veut pas dire que c'est bear immédiatement, mais ça veut dire on va retourner tester ce gros support et peut-être mourir là-dedans quelques mois, voire un trimestre, avant de peut-être trouver le biais négatif des résultats du prochain trimestre qu'on aura donc en avril. Donc c'est un peu ça la thématique actuelle pour ma part, de savoir combien de temps le marché va essayer de gagner, combien de temps on va essayer de comprimer la volate, et combien de temps ça va marcher. C'est surtout ça la pénible question à laquelle il faut essayer de répondre. On va regarder en horaire et on resupprime les prix, voilà. Pour avoir le biais. Donc, pour ma part, cette grosse tendance bien conne là qu'on a eue, je vous rappelle ce qu'on en avait détaillé hier en faisant cet exercice. Alors d'ailleurs, ça n'est pas trop supposé être comme ça, mais bon, voilà. Donc, on essaie de sous-détailler ces vagues. Hein. Donc, le principe pour moi, c'est vraiment de dire ici, on avait fait 1, 2 et la troisième vague. Donc, on a bien ici 2 vagues de consolidation qui suivent bien le schéma technique escompté, même si ici, franchement, ça n'a pas été d'une violence extrême. Ici, nouveau pullback, hein, donc typiquement, si on doit sous-détailler maintenant cette vague, c'est très probablement ça qui s'est produit. Okay, donc mature ici en termes de vague, et on est plutôt ici en train donc d'essayer de rebaisser, retester les différents supports. Premier support Fibonacci 2694, 23%. Je pense que sincèrement, c'est un objectif qui est tout à fait atteignable dans les prochains jours. Donc très sincèrement, je m'attends à un avalement baissier hebdomadaire dès la semaine prochaine, puisque si on remet les prix, hein, ça nous ramène, bim, ici. Et autrement dit, si on fait ça, au début de la semaine, on était où Oh putain, bon, tant pis, on va revenir en horaire. Donc le début de la semaine, c'était tac, donc le 11, voilà. On a démarré la semaine là, mais bon voilà, en gros, si la semaine prochaine, on attaque direct, bim, ici, on casse le plus bas hebdomadaire de la semaine passée, là, donc de cette semaine-là, on va direct donner un biais négatif à la semaine prochaine, et pour moi, c'est le minimum à faire, c'est-à-dire que là, il y a pas, je vois un gros essoufflement de toute cette tendance-là, on a bien respecté le schéma, hein, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai dit, je ne voyais pas les prix, mais ça se voit avec les indicateurs, et il n'y a pas besoin de vous prendre la tronche avec les prix. Donc pour moi, c'est mature, sous résistance, point à la ligne. En gros, j'avais pris des trades spéculatifs, c'est-à-dire je cherche à vendre depuis là, d'accord, mais très sincèrement, bon ben voilà, ça c'est de l'excès, ça peut très bien être effacé en quelques heures. Parce que je vous parle de ce niveau-là comme un premier support, d'accord. Ça c'est donc notre premier niveau de support. Ici serait donc un TP1 pour commencer à sécuriser. Quand je dis TP1, ce n'est pas forcément une prise de profit. Hein. Alors ici, ce serait une validation et encore, voilà, on va dire validation. C'est le premier niveau. D'ailleurs, on va le faire comme ça. Je vous rappelle les niveaux. Hein. Donc il y a validation, confirmation. On va faire comme ça maintenant, parce que c'est ce que je vous apprends dans le PDF. Donc on va normaliser les mots qu'on utilise. On va utiliser tous les mêmes mots. Donc il y aura validation, confirmation. On va tout mettre en noir, comme ça on voit bien. Hop. Voilà, donc validation, ce sera comme ça à partir de maintenant. Je vais aller le changer. Hop, hop, template, save as, validation, voilà. Et la confirmation, on va la mettre comme ça aussi. Save as. Alors, on va même faire mieux que ça. Hop. Ça, ils seront tous à côté, hein, c'est juste pour tricher un petit peu. Donc, on a dit validation, tu dégages. Voilà. Et donc là, faites voir un peu ce que ça donne. Voilà, on aura validation, confirmation, impeccable. Donc c'est les étapes de validation du trade. Donc on arrive là, c'est plutôt validé. On arrive ici, c'est confirmé. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, il y a des encaissements partiels obligatoires. Et après, on revend tout ce qui rebondit sur pullback si on forme le range par là. Si on forme le range par là, pas de souci. Hein. Ça veut dire que les boules soutiennent très fort, qu'on arrive à retracer que 23% de cette grosse impulsion. Moi, sincèrement, j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt par là qu'on va. Donc, je ne sais pas trop comment, mais ici, à part probablement
surveiller les signaux, je vais probablement laisser faire, pensant qu'on va évidemment accélérer, comme on est très doué pour le faire aux États-Unis, à savoir, on vient ici, on passe du temps sur le support, les Gugus achètent, et bim, on les dérouille direct pour aller chercher plus bas. Donc moi, c'est plutôt ce schéma-là que j'ai envie de dire, et semaine prochaine ou la semaine d'après, on essaiera de se retrouver là. Ici, il ne faudra pas être ultra bear, puisque je vous rappelle que le schéma de baisse, normalement, va se dérouler A, B, C. Et que normalement, c'est la vague C qui va être étendue, qui va être étendue, qui sera impulsive et qui ira chasser le support. Alors on n'ira peut-être pas aussi bas que ça, mais voilà. Ok, donc dans le schéma, attendez-vous normalement à ce qu'il y ait ce fameux pullback, et on peut très bien donc s'arrêter, ici sur la première vague en confirmation, faire un gros pullback, et derrière on attaque la grosse vague de baisse. Donc ça c'est le schéma que je suis. Je n'ai pas dit que c'est ce qui allait se produire, encore une fois, c'est juste la projection que je fais du marché en l'état actuel avec les informations qu'il me donne pour l'instant. Donc pour valider cette théorie-là, il va falloir, alors on recache les prix. Pour valider la théorie de ça, il faut déjà retourner chercher le canal de tendance. D'accord ? Alors ici, comme il est déjà sous le canal de contexte, là, en l'état actuel des choses, sur ce marché-là, alors pardon, d'ailleurs, je fais n'importe quoi, c'est pas le SPX qu'il faut regarder là-dessus, c'est SPX 500. En horaire, je ne veux pas regarder le cash. Alors, ok, voilà. Donc, est-ce qu'on arrive aux mêmes conclusions? Clairement, oui. D'accord. Donc, le même schéma ici. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. On est plutôt mature. OK. Et donc, là, même objectif. Rebaisser 23% ou 38%. OK. Donc, gardez bien ces zones-là. Alors, ça, on va le mettre. Donc, on remet nos trucs. Validation. Hop. Et confirmation. Putain, je me perds du coup. Voilà. Donc, validation et confirmation ici sur les différents niveaux de retracement à venir. Donc, pour moi, je pense que l'horaire est vraiment ce qui domine le plus. Donc, attention quand même au risque de ce biseau d'élargissement qu'on avait étudié. Moi, pour ma part, pour l'instant, ok, je le garde comme un risque considéré. Je n'ai pas dit que j'allais obligatoirement trader. C'est-à-dire ça, pour moi, c'est la structure que je considère comme étant le risque. Le risque de me faire péter la tronche. Donc, si jamais le marché veut me péter la tronche, il ne faut surtout pas que je m'amuse à dire « Allez, c'est bon, c'est gagné, on met un stop là-haut et j'envoie du pâté. » Parce que si je fais ça et qu'on est dans ce biseau, je vais me faire péter une dernière fois pour une raison complètement conne. Donc, je ne veux pas que ça se produise. Pour l'instant, je suis donc ce schéma en prenant en compte ce risque, donc une prise de risque modérée. Mais donc, dans ce schéma, là, on est déjà en train de casser le canal de tendance, on est déjà sur le contexte. Si les boules veulent relancer un coup, c'est ici qu'ils achètent. Si les boules commencent à céder ici, d'accord, normalement, ici, on devrait cette fois attaquer le canal de contexte pour former le range. Donc, pour l'instant, moi, j'attends qu'on forme donc, et j'attends que le support se forme, probablement, je pense, vers cette zone ici. 23%, 26,63 à surveiller sur le S&P 500. Franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est clair. C'est soit on va rechasser les plus hauts d'hier, on va rechercher au niveau de la tendance, 27,75. Les boules tentent de relancer un nouveau coup. Bon, possible, jamais impossible. Ou ça va chercher la validation. Mais très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une session complètement inintéressante, puisqu'on se trouve, entre guillemets, un peu à la croisée des chemins et que ça ne va pas rendre le schéma décisionnel plus facile. Tout simplement parce que voilà, on est un peu là, en train de mourir, sur un contexte de support d'une tendance complètement mature. Donc à ce stade-là, je pense que les acheteurs ne sont pas trop chauds. Hein. Regardez, on n'a que des signaux de suivi de tendance et pourtant les prix continuent de baisser. Donc on va voir s'il y a toujours tendance. Moi, je pense que c'est le moment où là, justement, ces signaux d'achat, il ne faut surtout plus les prendre et au contraire, essayer de choper les signaux d'essoufflement complet, comme celui qu'on a ici, hein, la grosse divergence. Elle n'a pas été détectée tellement elle est grosse et tellement elle est infâme. Hein, mais voilà, hop, ici, énorme divergence. Et ici, je parie que les sommets étaient ascendants. On va voir les prix, mais j'y mets ma main à couper. Voilà, bon, clairement, alors c'est pas non plus très sensible, hein, mais... Et ici, il y a un bel essoufflement du mouvement acheteur sur la fin de ce schéma-là. Donc pour moi, il n'y a pas le signal, mais il est là, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, hop, voilà. Donc je dirais l'horaire pour moi baissier. On est aujourd'hui sur les premiers objectifs, les objectifs de gestion du risque. Moi, comme je suis agressif, je m'en bats les couilles, je laisse tout mon risque dans le marché, j'attends. Voilà, c'est simplement, ici, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on racle un petit peu nos amis acheteurs.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à surveiller? Alors, on va aller regarder Electronic Arts, parce que celle-là, elle m'intéressait. On va la regarder en horaire, même chose, puisque donc on est en train de venir chercher les alertes qui m'intéressent. Je veux juste voir la tronche des prix. Non, c'est encore un peu trop erratique. Donc en horaire, là, franchement, pour s'attaquer à ça, il faut être vraiment, vraiment super chaud, et ce ne sera pas mon cas. Donc là, moi, Electronic Arts, je vais attendre un peu encore des informations supplémentaires. J'ai vraiment envie d'y aller, hein, je ne vous le cache pas, ça c'est clair, mais ici, ça me semble dangereux. Ça me semble extrêmement dangereux. On a toujours un canal de tendance qui arrache littéralement au-dessus du contexte. Je pense qu'il faut vraiment attendre que ce marché se stabilise. Quitte à rater, hein, c'est-à-dire que si ça c'est un faux mouvement et que ça devait repartir en V-top, après avoir fait un V-bottom, bah, c'est qu'on a dans ce cas-là un vrai lessivage de cerveau. Mais je pense que même en étant agressif, c'est vraiment trop agressif. Par contre, Boeing, tiens donc ma coquine, on va se revoir tous les deux. Je pense que là, je l'ai laissé traîner quelques jours. On va essayer d'aller voir quelles sont les informations que j'ai à ma disponibilité. Ok, on est bien, on est bien. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Ok, donc l'objectif ici, on va décomposer les vagues. D'accord, c'était de dire, on remonte une dernière fois dans la partie haute du biseau. Alors, je vais tout supprimer, hein, voilà. Et ici, on doit avoir toujours un schéma en deux vagues. Donc là, on voit bien le schéma en deux vagues. Ok, si on décompose cette deuxième vague, je dois l'avoir 1, 2, 3, on voit bien la belle tendance, le bel arrachage, et je devais voir le pullback 4, 5. Donc là, il faut autoriser que ça aille un peu plus haut. Donc moi, sur Boeing, on va remettre les prix, mais là, j'ai ma structure, j'ai mon contexte, j'ai bien mes deux vagues, on est bien mature sur la deuxième vague. Ici, je vais attendre que les prix juste débordent marginalement le précédent sommet pour shorter. Voilà. Bon, bah on y est, hein, on va faire plus simple. Donc c'est probablement aujourd'hui que mon pote Boeing va essayer de me faire le débordement et je vais probablement essayer de lui foutre une cartouche. Il est en train de faire ça 4, attention, hein, le schéma ici, ça peut très bien faire ça, hein, et ça ne me gêne absolument pas. Donc le truc, c'est que là, je vais mettre une alerte sous le précédent support. D'accord. Si on vient vraiment le refermer, là, il y aura des inquiétudes assez nettes. Donc là, ce serait une première étape donc, de validation du retournement. Hop. Et si on va ici, ce sera donc recherche d'entrée vendeuse. Hop. Entry sell. Voilà. Donc, on va essayer de recaler le biseau. Je vais remettre la ligne de tendance parce que là, elle sera quand même importante pour son aspect psychologique. Alors, je vais la redessiner en daily quand même, là, juste pour la précision. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc l'objectif, c'est de venir chercher vers cet oblique, donc en léger débordement du sommet précédent, d'essayer de venir cartoucher donc un petit truc par là. Ça me semble totalement viable. Hein, donc là, hop, un petit débordement, une recherche vendeuse avec un signal ou la cassure du support derrière. C'est pas ça que je voulais faire. B160, recherche, signal de vente. Avec confirmation, hein. Là j'y vais chaud, hein. Donc là je veux que les prix se renversent. Je ne vais pas y aller ultra agressif, je préfère y aller un peu plus tard, c'est-à-dire attendre que ça monte et que ça déclenche un triangle pour être certain que les prix réagissent. Je ne vais pas trader ultra agressif juste avec un surachat ou un truc comme ça. Ça risque de fonctionner, mais ce serait peut-être un poil trop agressif. Et pour ma part, je préfère éviter de maximiser les risques. Parce que là, clairement, il y a déjà un bon niveau de risque, hein, sur cette action-là, on est bien d'accord, que c'est Boeing, et que si ça passe pas ici et que ça explose, je vais me prendre le stop très rapidement en quelques jours. Hein. Voilà. On reste en horaire, on revire les prix et on continue. Alors, FTSE, hop, je l'ai vendu hier, pour les raisons que vous connaissez. On se remet en daily. On en a parlé hier, hein, en fait. Donc, quand je vous ai dit pendant l'émission qu'il m'intéressait le FTSE, bah, effectivement, je ne suis pas débile, j'ai appuyé sur le bouton. Donc voilà, on était sous le pile poil, hein, là, on était sous le Fibo. Voilà, bon, bref, donc FTSE vendu hier, léger renfort, hein, tout petit, mais ça m'intéresse clairement. Ici dans ce schéma, donc d'attaquer sans problème cette valeur-là, qui pour moi est dans une vague 3, hein, donc là elle est en train de nous tenter sa vague 4, je ne sais pas trop comment, mais bon voilà, donc typiquement ici je pense qu'il reste une vague en légère extension à faire pour terminer cette tendance.
première tendance baissière, hein, c'est-à-dire on commence enfin à racler un tout petit peu, tout doucement, hein, c'est une vague 1, voilà, et derrière on attend le pullback. Si je me suis planté et qu'on revient là, de toute façon mes stops sont très loin sur le FTSE pour l'instant, parce que je ne suis pas certain qu'on vienne là, et je ne mets pas des gros leviers, hein. FTSE, je n'ai pas encore une conviction, c'est même pas encore validé comme trade, hein. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment patience. Où est-ce que je mettrai la validation sur ce trade-là, puisque c'est un trade daily, je le mettrai dès qu'on vient chercher 50% ici. C'est-à-dire, par exemple, 50% du canal de tendance, c'est déjà dire, bon, on revient essayer de faire le plein d'acheteurs. Dans le cas où on serait déjà dans un mouvement de repli acheteur, c'est par là où il faudra gérer le risque. Donc je dirais ici, c'est là où je vais probablement faire ma validation, placer mes stops au marché, et ensuite laisser le marché prendre sa décision. Ok ? Je dirais une petite validation par là. Me semble pas inintéressante, voilà, proche de ce truc-là. Alors je vous le dis direct, je suis en train d'étudier une nouvelle possibilité d'étude de la stratégie, enfin pas de la stratégie, d'utilisation de framework qui reviendrait en fait à vous faire identifier support et résistance par rapport au temps qui est passé sur des box. Alors je m'explique très clairement, d'accord. En fait, si vous prenez une ligne ici, d'accord, vous mettez une ligne horizontale, on va dire ici, mettre un truc épais comme ça, vous verrez bien. Voilà. Admettons, je place une ligne ici, d'accord, je la déplace, ok. Dites-vous que plus cette ligne-là, plus le prix sur lequel vous placez la ligne se trouve conjointement sur un nombre croissant de box, d'accord, là en gros vous comptez, vous dites là c'est fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 box, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 box, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, voilà, ça veut dire qu'ici il y a un niveau technique fort, historique. D'accord ? Puisque effectivement ce niveau a constitué un niveau résistant, touché ou non, hein, d'accord, mais considérez ça en fait comme des forts niveaux résistants. Donc j'étudie ce truc-là, je cherche un peu la redondance dans l'historique, c'est-à-dire je fais comme d'hab, je cherche des patterns. J'ai remarqué ce truc-là, visuellement, vous voyez par exemple là il y aura un autre niveau intéressant. Hop, là pareil, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok ? Niveau d'importance. Donc dites-vous un truc, quand vous voyez ces machins-là, c'est que en général, on va revenir traiter ces niveaux. Voilà. Donc là, pour moi, il y a un gros niveau d'importance vers. C'est pas des niveaux techniques. Considérez ça vraiment comme des zones. Vous dites ici, il y a une zone où effectivement, on travaille lourdement les prix à chaque fois. C'est une zone technique. Ok ? Donc à confirmer, je vous le donne en avance parce que je l'ai remarqué et qu'en général, quand je remarque un truc, c'est que ça va plutôt terminé dans ce sens-là et que pour l'instant je l'ai plutôt vu bien comme ça, ces zones techniques qui sont identifiées, et encore une fois vous ne voyez pas les prix, hein. Là vous n'avez aucune idée des prix, mais vous savez que dans ces zones-là il y a des intérêts techniques forts. Voilà, simplement je le disais comme ça. Donc raison pour laquelle, hein, pour moi dans cette zone-là il y a vraiment un gros truc à faire, on la travaille sous le Fibo, il y a un signal, il y a la zone à stop, il y a tout ce qu'il faut pour y aller, je pense, à la vente. On verra ce qu'il en est derrière. Donc de toute façon, j'en reste à ce stade-là, toujours patient. Alors, le Bund, toujours what the fuck. Bon, celui-là, je le garde en fond, hein, mais on va l'analyser en horaire, sans les prix. Alors, je vais tout supprimer. Hop. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bon, c'est à une grosse tendance. Alors, je vais juste virer ça, si j'en ai plus besoin d'alerte là. Hop, voilà. Donc, à une grosse vilaine tendance, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment on en arrive à là-dedans à essayer de trouver un système de maturité ? Comme toujours, sans voir les prix, vous cherchez les schémas, d'accord ? Donc là, vous pourriez vous dire, ok, ça c'est une tendance, pas de souci. Bon, une consolidation, une autre tendance, une consolidation, une autre tendance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on va quand même s'arrêter. Où est-ce qu'on a réalisé les breakouts ? C'est ici, ça confirme bien notre vague 3. Hein. Donc là, une vague 1, assez longue hein, pour une vague 1, une grande 3, une consolidation 4 complètement à plat, c'est-à-dire ici zéro retracement, ça continue de monter, trop fort les gars, franchement balèze, merci, mais bon, voilà, on ne l'avait pas vu venir celle-là en attendant. Donc ici je dirais la 4 c'est faite donc à plat, et elle repart ici, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc elle est un peu bizarre en termes de schéma de vague, mais donc ici ça fait 1, 2, 3 on va dire, c'est un peu bizarre, et moi je note ça, voilà. C'est-à-dire que là, étant incapable de donner une lecture, c'est-à-dire que ce schéma-là, je ne peux pas trop l'identifier, parce que j'ai plutôt l'impression qu'ici, on a fait un triangle, en fait. Vous voyez qu'en fait, ici, le schéma, c'est plutôt de dire, on a consolidé la 4, A, B, C, D, E, et on est reparti 1, 2, 3, 4, 5, et dans ce cas-là, on aurait déjà fini, d'accord ?
J'ai plutôt envie de dire que c'est ça le schéma. Et ici, donc, depuis la sortie du triangle, on est mature, d'accord? On serait dans une vague 5 théorique. Et en plus, il y a ça. Et en haut et en bas, hein. C'est-à-dire que quand vous l'avez sur les deux, rappelez-vous ce que ça veut dire. Soit c'est un breakout, c'est-à-dire soit vraiment je vais l'avoir dans le cul sur le boom, mais alors violent. C'est-à-dire qu'on est sur le niveau de décrochage où les acheteurs, tout simplement, sont en train de prendre complètement le pas sur les vendeurs. Soit c'est un excès et ça va mal finir. Parce qu'un excès, ça se retourne toujours en V-top et ça laisse pas, ça va pas ranger. C'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que là, en gros, si ça, c'était un excès, que là, on est en train de normaliser l'excès, c'est-à-dire les box redeviennent jointes, voilà. Pour moi, là, techniquement, la suite, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, je vois le sommet. Je vois qu'on retente de remonter vers le sommet, mais que pour l'instant, ça passe pas. Et on est même en train d'essayer de rejeter le canal de tendance. Si là, on revient chercher le contexte, c'est-à-dire si là, on repart vers les 166, je pense que le contexte ne fera pas support, et je pense qu'on va s'effondrer en ligne droite. C'est-à-dire qu'ici, ce marché qui n'a absolument jamais consolidé, premier objectif, retour sur la conso de vague 4, et je pense qu'on va la briser direct. Donc je dirais premier arrêt ici, en débordement de la 4, d'accord, sur la zone ici, technique en support. Je pense que c'est clairement ce qu'on a le plus de chances de faire. Parce que ça, quand on n'a rien consolidé, je ne pense pas qu'on va s'attaquer directement à la phase de tendance ici, mais qu'on vienne là pour finir l'échéance, oui. Et ensuite, soit l'échéance suivante, elle éclate tout ça, je perds tous ces gains. Bon, je m'y attends un peu de plus en plus maintenant. Et c'est vraiment panique à bord sur les boons, hein, parce que là, on passera de taux quasiment proches de 0, voire négatif, à des taux plus proches de 0,70, c'est-à-dire se prendre à peu près 70 points de base tout de suite dans la tronche. Je ne suis pas certain que le marché apprécie un tel mouvement obligataire. Ça risque de faire couiner quelques gestionnaires. Bref, à surveiller, donc toujours dans la trame de fond, hein, les risques obligataires, parmi les risques de prise de risque parabolique qu'on a, les VIX et compagnie, et les particuliers gonflés à bloc d'ETF. Donc toujours pareil, les mêmes risques, hein, on les surveille, et le risque est pour l'instant, patience. Voilà. Aucun de ces risques ne déclenche réellement, donc il n'y a pas de panique à bord. Mais on voit bien que ces risques-là ne sont pas écartés non plus. Hein. Pour l'instant, l'euphorie, elle se base sur rien du tout. On n'a pas cassé les supports du VIX, on n'a certainement pas cassé les résistances des contrats obligataires à haut risque, junk bonds, et on n'est certainement pas du tout en train de dégonfler la bulle des ETF. Pire, on continue d'enfoncer dedans. Donc, c'est clairement dangereux, mais voilà. Bref, donc l'euphorie de Wall Street me semble toujours aussi passagère et ça me semble un peu un château de cartes qui pourra être détruit très vite. Hein. Donc le temps ici n'est pas important, sauf sur votre psychologie. Je sais que je vous rabâche la même chose tous les jours, mais le problème, c'est qu'en ce moment, le S&P 500, c'est très difficile à cadrer en termes de projection. Moi, mes projections sont claires sur les objectifs, sur la gestion du risque également, mais sur les timings, j'ai clairement l'impression qu'on fait tout pour vous niquer les neurones et que, du coup, c'est une bonne vieille bataille psychologique. Ici, votre pire ennemi, c'est vous, c'est votre impatience et votre avidité. C'est-à-dire que si vous vous dites, putain, je le sens, ce scénario sur le S&P, et je fais quoi? Au moment où vous allez appuyer sur la position, au lieu de faire votre calcul de gestion du risque, pour bien définir vos tailles de position, vous êtes chaud, bam, avidité, vous dites là j'ai envie de prendre du pognon, hop, vous prenez une position plus grosse que ce qu'il faudrait, du coup votre stop mécaniquement se trouve plus près, vous vous faites péter le stop et vous faites ah putain j'ai été con. Problème, l'avidité. Ou alors, vous êtes en position, vous avez un scénario, vous avez une invalidation, vous avez une validation, le prix oscille entre les deux sans jamais atteindre ces deux bornes, et vous doutez. Vous vous dites, ah mais pourquoi ça met 3 plombes à valider, c'est chiant, ça devrait déjà être bear, pourquoi c'est pas bear alors que tout est bear, les chiffres sont pourris, hier la conso américaine c'était de la merde, ça aurait dû chuter de 2%, pourquoi on fait rien? Voilà, mais bon sang, la patience, c'est quand même la clé de voûte. Et là, c'est même encore pire, parce que quand on est dans un schéma qui vous met à rude épreuve psychologique, si vous échouez, c'est parce que c'est à cause de ces problèmes-là, d'impatience ou d'avidité. Il faut absolument lutter contre ces biais. Dès que vous prenez une décision, assurez-vous qu'elle n'est pas prise par un biais d'impatience ou qu'elle n'est pas altérée par un biais d'avidité. Si vous prenez une décision rationnelle, normalement, je pense que ça va bien se passer. Il faut juste prendre ces décisions de manière
rationnel. Si vous empilez les positions vendeuses parce que ça monte un peu plus et que vous avez absolument envie de choper le sommet, voilà, on va décortiquer donc toutes les erreurs que vous allez faire, erreurs que j'ai déjà commises par le passé, hein, je ne vous en parle pas parce que je le sors du chapeau, parce que je sais très bien ce que je faisais à l'époque, et que bien évidemment tout le monde fait, hein, il n'y a pas de secret là-dedans, je vous dis on est vraiment tous pareils. Et c'est même hallucinant de voir tout ça. Alors évidemment, après, certains profils psychologiques ont des biais plus marqués dans un certain sens, mais globalement, les erreurs sont les mêmes. Hein, voilà. C'est juste l'amplitude de ces conneries derrière qui vont varier en fonction des personnes et leur intensité. Donc le S&P 500, le risque, je vous dis, c'est qu'on reste là pendant 2-3 semaines. Pas de validation, pas d'invalidation. Et alors là, l'invalidation, je suis quand même un peu près, on va dire ici. Mais voilà, admettons, voilà, on meurt ici. On meurt dans cette zone-là pendant plusieurs semaines. Un peu de news flow positif, négatif, ça bouge jamais. Voilà, on digère, à plat, le VIX fait plus rien du tout. Il reste dans la zone des 15, il n'arrive pas à franchir 17, 18, mais il franchit pas les 15 non plus. Honnêtement, qu'est-ce que ça change au scénario? Rien du tout. Par contre, qu'est-ce que vous allez penser, d'accord? Quelles sont les émotions que vous allez ressentir qui vont causer des réactions stupides? Et en fait, apprenez à lire ce processus-là pour savoir que la décision que vous êtes en train de prendre, elle n'est pas du tout décidée par un biais technique, rationnel et une décision de sang-froid. Elle est générée par une émotion, elle est générée par un stress qui génère une émotion intense qui vous pousse à rationaliser quelque chose d'irrationnel, qui est complètement con, puisque c'est l'émotion à la base, le stress irrationnel. Enfin, la source, c'est le stress irrationnel qui déclenche une émotion très inconfortable qui vous oblige à trouver des solutions pour rendre ce stress confortable. D'accord ? C'est ça le schéma psychologique qui se passe dans votre tronche. Votre tronche, elle perçoit un stress, ça l'emmerde. Comme le stress est courant et qu'il a tendance à augmenter, parce que plus le temps passe, plus votre incertitude va grandir, plus le niveau de stress ressenti va monter, d'accord? Donc plus les émotions ressenties seront intenses, plus les conneries que vous allez faire seront grandes. Hein, c'est aussi simple que ça. Quelles sont ces conneries? Pour que vous identifiez tout de suite. Le but, c'est que ce schéma-là, vous le comprendrez et vous le maîtriserez très bien quand vous maîtriserez votre psychologie. Moi, je le détecte très vite quand je commence à ressentir du stress, et du coup, je sais que tout ce qui se passe derrière, je m'en bats les couilles. Je sais juste que c'est un stress, qu'il est irrationnel, donc j'en tiens pas compte. Vous, il faut que vous arriviez à décrypter le chemin. Donc partez de l'autre bout. Vous partez du moment où vous allez prendre la décision. Vous décortiquez bien cette décision, vous vous assurez qu'elle est liée à un biais technique, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'il faut au moins que vous ayez respecté la stratégie, qu'il y ait un signal de vente, qu'il y ait un machin, si vous avez envie de vendre. D'accord? Ça, c'est la première étape. Vous assurez que vous n'êtes pas hors du cadre de la stratégie, mais même avec ça, ça ne veut pas dire que vous vous en sortez. Parce que c'est quoi le truc? Ok, il y a un signal vendeur, mais est-ce que vous devez prendre tous les signaux vendeurs de la stratégie? Non, parce qu'il y a une gestion du risque. Si vous avez déjà des ventes avant, il est hors de question d'en empiler à l'infini. Parce que rajouter une vente dans un panier déjà vendeur, ça augmente l'exposition, mécaniquement, ça fait baisser vos niveaux d'invalidation. Hein, on est bien d'accord. Donc ça rapproche votre stop, ça augmente le risque et ça augmente la probabilité que le marché aille vous péter le stop. Donc, est-ce que c'est vraiment rationnel de reprendre une position? Oui, non. Et surtout, essayez de vous demander qu'est-ce qui vous pousse à chercher des signaux vendeurs. Est-ce que c'est le fait que vous avez un levier très faible et que vous pouvez vous autoriser un renfort ici? Est-ce que vous êtes sur un niveau technique suffisamment loin de votre entrée précédente? Je m'explique. Si vous vendiez là à l'époque, revendre ici, c'est complètement con, c'est le même prix. Ici, à la limite, c'est un petit renfort, mais petit. Si vous vendiez là, vous ne pouviez pas revendre ici. C'était le même prix également, donc il fallait revendre au moins par là. Si vous avez vendu là, est-ce que c'est nécessaire de revendre quelques points au-dessus? Non, il vaut mieux rester en gestion du risque et attendre que le trade valide pour revendre les pullbacks. D'accord? Soyez rationnel, ne revendez pas des niveaux très proches parce que ça sert à une chose. En fait, généralement, le biais qui se trouve derrière ça, c'est le fait que vous voulez attraper le sommet. C'est une guéguerre d'ego, hein, c'est que vous voulez faire le malin, dire « Ah, j'ai attrapé le signal pile en haut sur le S&P 500 ». Mais rationnellement parlant, dans l'application de la stratégie, ça sert à quelque chose ou pas? Ben non. Est-ce que le biais émotionnel derrière, c'est que vous voulez absolument attraper le sommet du S&P 500 pour une raison un peu conne, j'imagine, la plupart du temps,
Et ça va se traduire par des prises de position répétées, complètement irrationnelles, qui petit à petit vous font monter la température jusqu'au jour où le S&P, pour n'importe quelle raison, Powell, Dieu sait quoi, boum, décide d'avoir un petit coup d'euphorie de court terme, va vous péter les stops, vous allez vous faire chasser tout en haut, ce qui fait qu'en plus de ça, vous allez avoir bien les boules derrière et vous allez continuer de faire n'importe quoi. Donc faites attention à ce biais-là. Vouloir choper le sommet, on s'en bat les couilles. Je vous rappelle qu'en trading spéculatif, l'important c'est juste de profiter du range à faible risque et de pouvoir derrière prendre les gains de ce range pour renforcer comme un cochon dans la phase de tendance. Ça ne sert qu'à ça, la spéculation et l'agressivité. Le reste, c'est pour faire votre gugus sur les réseaux sociaux, pour pouvoir dire « Ah, le S&P 500, je l'ai attrapé à 2752, le sommet, trop fort, merci, voilà ». Non, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour trader sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour prendre du pognon et faire en sorte que le risque que vous avez pris pour obtenir ce gain soit dans une gestion du risque qui vous rend profitable à long terme. C'est tout. Le reste, c'est votre ego, votre impatience ou votre avidité. Hein, voilà, c'est ça, les problèmes sont toujours les mêmes. Donc, n'empilez surtout pas les positions vendeuses. La réalité, c'est que si vous faites ça, c'est parce que vous voulez juste attraper le sommet. Donc, c'est juste votre ego, en réalité. Dans ce cas-là, vous dites-vous une chose, supprimez les prix, mettez vos deux bornes, validation, invalidation. Tant qu'une de ces deux bornes n'est pas touchée, vous ne tradez pas. Point barre. Voilà, les signaux qui arrivent derrière, vous allez avoir envie de les trader. C'est une opportunité. Et elle est meilleure que celle que vous aviez prise avant. Donc en gros, c'est la lutte que vous faites contre vous-même ici qui pose le problème. Vous voulez être meilleur, vous voulez vous prouver que vous êtes bon, vous voulez attraper le sommet. Mais ça sert à rien, nom de Dieu. C'est de la gestion du risque. C'est pas parce que vous avez vendu ce sommet-là et pas celui-là que vous êtes moins bon que les autres. Et encore une fois, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour vous comparer avec les autres. Vous êtes juste là pour vous comparer avec vous-même. Est-ce que vous êtes meilleur aujourd'hui que vous l'étiez il y a 6 mois? La réponse doit toujours être oui. C'est aussi simple que ça. Et ça doit se voir sur votre rentabilité. C'est vraiment ça l'objectif. Arrêtez les guéguerres d'ego pour faire les gugus sur les réseaux, on s'en fout. Ne comparez pas vos résultats avec les autres, on s'en fout. La guerre, c'est vous. Et si vous voulez rempiler une position, vous ne pouvez le faire que si vous avez été très peu agressif dans la première. Je m'entends. Si en gros ici vous vous dites bon allez je prends le trade mais quand même je manque de certitude sur le marché, je suis vraiment enfin le niveau de doute et la gestion du risque est très faible. En gros je trempe l'orteil. C'est ce que je vous dis moi souvent. Je prends des toutes petites tailles de position sur mes tout premiers trades spéculatifs. Dans ce cas-là, pourquoi je fais ça? Posez-vous la question. Parce que je veux être dedans, au cas où ça se retourne, et pas avoir à courir après les prix, mais je suis conscient que je vais probablement devoir renforcer plus tard, plus haut. Donc je trempe l'orteil pour être dedans, plus avoir à stresser, de dire « Ah, le marché va partir sans moi ». Et par contre, quand ça remonte, si ça remonte suffisamment, comme ça, je vais pouvoir revendre au-dessus, mais j'ai une liberté de mouvement encore conséquente. Le renfort que je prends au-dessus, il ne me met pas du tout dans la zone rouge de gestion du risque, parce que j'y suis allé tellement petit sur la première, que derrière, il me suffit juste de reprendre la même taille de position, et je suis correctement exposé, et mon prix de revient unitaire va remonter entre les deux trades. Donc c'est comme ça qu'il faut que vous le voyez. Si vous voulez empiler plusieurs positions, si vous le faites, dites-vous toujours que votre première position doit être très faible. Vous tâtez le marché, histoire de mettre le pied dedans et ensuite terminer. Et si vous voulez renforcer, moi je vous donne mes règles. Je ne reprends jamais plus de 3 trades dans le même sens. Et je connais très bien les schémas dans lesquels je peux appliquer ça. Et je ne le fais que dans le cas où le premier trade que j'ai pris, et pour mémoire, il est là, mon premier trade sur le S&P 500. Celui-là, j'ai trempé l'orteil. J'ai mis le doigt de pied dedans, j'ai fait OK, on va voir. Oh c'est pas bon. J'ai pas coupé le trade. Alors une partie, je crois, il m'en reste encore un peu de ce truc-là. Mais le levier est tellement merdique que ça, c'est complètement noyé dans mes positions. Moi, du S&P 500, du coup, j'en ai là, là, et je n'en prends plus. J'ai pris mes 3 positions. Est-ce que je suis fortement exposé sur le S&P 500? Non. Est-ce qu'on est au-dessus de mes prix de revient moyens? Oui. Et est-ce que c'est la fin du monde? Non. Absolument pas. Bon, depuis, j'ai repris des trades en intraday, donc mon prix de revient moyen, il est à peu près là, sur le prix qu'on cote actuellement. Donc je ne suis pas trop mal barré pour l'instant, mais tant que ça ne valide pas et tant que ça invalide pas, maintenant je ne fais plus rien. Je ne peux plus rajouter de position, sinon je me rapproche de la sortie. Je me rapproche de la zone rouge qui m'oblige à rabaisser mon stop, et ça, c'est hors de question. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ça. C'est un peu, on va dire, le côté éducatif de l'émission de ce matin. Je regarde si on a d'autres choses à se mettre sous là-dedans. Le yen, voilà, on va aller voir le pot yen. Donc peut-être sa réaction sur support. On va aller voir si en horaire ça se voit. Ah, pardon. Alors, oui,
Oui, oui, oui, ça se voit. Là, on a pas mal d'informations sur le yen. On est bien dans ce qu'on recherchait, d'accord? Les deux vagues de baisse, on les voit bien. Alors attendez, je ne comprends pas trop ce qu'on a foutu. On va tout supprimer. Voilà. Donc, on voit bien les deux vagues de baisse de consolidation, A, B, C, d'accord? On est bien en débordement des contextes. On a bien des signaux de divergence, donc des signaux de fin d'impulsion. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On a une target ici pour gérer le risque. Ah, franchement, là, moi, le yen, si c'était pas acheté hier, voilà, bon, je vous le dis comme ça, moi j'en ai suffisamment, donc je peux plus renforcer en yen, je vais rester patient. Mais là, moi, sincèrement, je vois un stop ici, ce qui fait que je me dis, normalement, ça, on le dépasse avec des clôtures, et ça commence à devenir plus intéressant. Je mettrai une alerte ici, du coup, une alerte de validation par des clôtures. Là, il faut revenir clôturer au-dessus de ce truc, et ça, c'est de la validation. Voilà. Là, on voit bien, hein, c'est un signal où ça vous dit, normalement, les vendeurs vont tout faire pour défendre cette zone-là. S'ils n'arrivent pas à la défendre, c'est qu'il n'y a plus de vendeurs. Et dans ce cas-là, vague 1, 2, très longue, grosse vague 3, bien déchirage dans les contextes et tout ce qu'il faut. Une vague 4, assez longue, très longue même pour ainsi dire, qui revient overlapper sur la 1. Bon ben voilà, il nous reste une 5 à faire et elle sera probablement d'ailleurs étendue. Hein, puisque là, on a fait 1, 2, 3, 4 overlaps. Il y a le risque que la 5 soit étendue. C'est un risque, d'accord, mais ça me semble tout à fait probable. Donc en tout cas, il n'y a plus rien à faire pour ma part, à part acheter, gérer son risque quand on arrive au niveau du sommet, au cas où ce soit juste une petite 5, et ici, laisser courir au cas où on voit le marché accélérer et réaliser de nouveau des breakouts. Ok? De toute façon, là, on est dans un contexte qui fait que normalement, ce truc-là, vous ne pouvez pas le trader en 1 heure, vous êtes obligé de le trader en 4 heures. Mais voilà, en 4 heures, on le voit très bien. Gros support sur le contexte. Putain, merde. Enfin, moi, je trouve ça ouf. C'est juste. On ne peut pas faire plus simple. Là, on voit bien le schéma. C'est 1, 2, 3, les tendances, 4, et bim. Là, vous n'avez plus d'alerte de contexte. C'est là qu'il faut y aller. Ce qu'on voit quoi? C'est que là, le marché, il fait tout pour arracher au sud. Regardez combien de fois il survend. Ça veut dire, dès qu'on arrive sur un niveau technique, il faut acheter. Bon ben voilà, moi je pense que ça, en 4 heures, ça peut pousser, comme on l'avait dit, jusqu'à 90. Voilà, on n'y est pas encore allé hier, mais attention, hein, à ce stade-là, c'est pas encore fini. On peut très bien, ici, dans le décompte de cette vague, là, on peut très bien dire, on a fait 1, 2, 3, là on fait 4, et il nous reste 5 à faire, une dernière petite poussée sur le yen, et voilà. On a la même zone de cassure que celle qu'on a vue en horaire ici, le même objectif graphique à 89,5. Donc en gros, bah, il est où la zone d'intérêt et d'attractivité sur le yen? Elle est là, voilà. Débordement du contexte, ici, un signal acheteur là-dedans, c'est cartouche. Mais c'est en 4 heures. Voilà. Pour l'instant, les signaux ne me semblent pas suffisamment agressifs pour dire c'est gagné. Donc évidemment, on va attendre la validation. Clôture au-dessus de ce truc-là, je pense en 4 heures, plus qu'en 2 heures, ça me semble bien. Voilà. On repart dans la partie positive du canal de tendance avec des clôtures. Et là, clairement, je pense que pour le yen, c'est game over. Voilà, tout con. Allez, est-ce qu'il nous reste autre chose à regarder? C'est tout. Allez, pour ma part, ça ira. Donc pour cette fin de semaine, restez sages. Dollar, tiens, non, voilà, il faut qu'on parle du dollar, absolument. Alors, on va cacher les prix, je ne veux pas avoir de biais. On va voir en 4 heures d'abord. Alors, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a sur notre pote, le dollar? Bon, ben voilà, même chose, putain. Enfin, c'est... Waouh, je trouve ça dingue, hein, c'est encore pareil. Alors moi je m'en fous, j'ai vendu par là, donc je vais pas non plus m'exciter. Hein, pour l'instant les prix sont perdants, mais est-ce que pour l'instant je flippe? Voilà, mais que dalle. Moi ça me gêne pas d'avoir des positions un peu perdantes au début. Et tout ce qui m'importe, c'est que le risque associé à cette prise de position, enfin à la tenue d'une position perdante dans une phase spéculative, soit pas plus grand que le gain que j'espère récupérer sur le dollar. Si ça chute, ça va partir en ligne droite. Moi je vous dis, j'attends le moment où le marché il va switcher. Pour moi, il y a un switch à faire, un énorme swing qui va faire comprendre à tous les boules que la fête est finie. Là, c'est le moment où on doit briser complètement le sentiment de tendance haussière de long terme. C'est-à-dire, chute sur le dollar, chute vertigineuse sur les actions américaines. Elles vont se prendre, enfin, si je ne me plante pas, elles vont se prendre un moins 20, moins 22. Hein. Elles vont le sentir passer et ça va aller vite. Parce qu'il y a tous les particuliers à l'achat et quand ils vont commencer à se prendre moins 25 sur le capital, ils vont demander leur argent, comme d'habitude. Donc, en gros, on va arriver sur des supports et au lieu d'acheter ces supports, les mecs vont paniquer et vont enfoncer les supports. Donc, il faudra acheter sous les supports américains, pas sûr. Rassurez-vous bien, hein, ça, il faut vous en rappeler.
les achats sur le S&P, quand on va les faire, il ne faudra pas acheter les supports, il faudra acheter la cassure sous les supports, quand les mecs seront tellement cons à vendre des supports qu'il faudra acheter leurs pertes sous les supports. Bref, je referme la parenthèse. Donc ici, pour moi, le schéma est toujours le même. Alors, je ne sais pas trop pourquoi c'est dessiné comme des glands sur leur truc. Ils ont un problème de synchro. D'accord, on voit bien la tendance ici. Enfin, pas la tendance, mais en tout cas, une première vague de baisse. La question, c'est de savoir. Comme ça, c'est mature pour moi. Hein. D'accord, normalement, ici, c'est 2 coups en haut. D'accord, et fini. Normalement, quand on a fait les 2 coups en haut, il n'y en a pas un autre. Donc là, du coup, on doit faire 2 coups en bas. Bon, ben voilà, premier coup, deuxième coup. Bon. Bah, pour moi, je ne me prends pas la tronche. Donc la gestion du risque associée à cette phase spéculative, c'est stop sur le sommet précédent, 98,25. Tout ce qui se passe entre cette zone-là et cette zone-là, c'est pour faire parler les cons. Mais moi, je ne changerai rien à ma stratégie. Ça, c'est ce que j'appelle la zone de risque. Ça, c'est quoi? Alors, on redécortique ce qu'on a dit avant. Soit, ici, on continue d'enfoncer, c'est-à-dire on continue de grinder doucement là-dedans. Vous allez avoir tout un tas de signaux vendeurs, parce que c'est une zone à vendre, d'accord? Soit vous empilez les positions vendeuses pour avoir le trade tout en haut parfait, juste pour faire plaisir à votre ego, soit vous êtes conscient que vous avez pris un trade qui est sur un bon prix, vous avez respecté la stratégie, le marché continue de grinder à la hausse. Est-ce que c'est grave en soi? Non, on s'en bat les couilles. C'est ce qu'on appelle de la gestion du risque. C'est pour ça que quand vous prenez une position, vous ne cherchez pas à vendre le sommet du marché, vous prenez un prix intéressant qui respecte le cadre d'une stratégie qui gère très bien le risque. Et ce qui se passe entre votre entrée et le stop loss, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire que vous acceptez le fait que vous ne contrôlez rien de toute façon dans le marché, vous autorisez le marché à aller jusque-là, et vous ne validez pas le trade tant que le prix n'arrive pas de l'autre côté en validation. Et en fait, ça, à l'intérieur, validation-invalidation, quand vous avez pris le trade spéculatif, c'est la putain de boîte noire. Et il faut que vous appreniez à faire ça. Et je pense que pour arriver à faire ça de façon sereine, il faut que vous supprimiez les prix, sincèrement, pour que les prix, vous arrêtiez de vous prendre la tronche. Parce que là, vous vous dites, ok, je suis rentré là, c'est bien, soit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben rien, en fait. Là, il n'y a plus rien à faire. Soit ça continue de grinder au nord encore un peu, ça continue d'aller chercher plus loin dans les zones vendeuses, pour aller chercher des vendeurs toujours plus agressifs, et puis ça se trouve, d'un coup, boum, ça part chercher la validation. Et si vous avez réfléchi entre-temps et que vous avez dit « Ah, je doute, allez, je limite, je réduis la position. » Non, il n'y a rien à faire d'autre ici que d'attendre. On est toujours sous les résistances et il y a toujours tout un tas de cons qui s'imaginent qu'on va accélérer. Ben, c'est possible. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, qu'est-ce qui vous dit qu'on va le faire? On est dans une zone où vous ne pouvez que vendre. D'accord? Pensez en termes de stratégie. Si dans un truc comme ça, vous vous dites « Ah, j'ai vendu, mais non, mais je le sens pas bien, je sors mon trade. » Sortir une vente, c'est acheter. D'accord? Depuis quand on achète dans les contextes vendeurs? Non. Là, ici, la seule chose qui peut vous faire acheter au marché, c'est votre stop loss. Donc, on ne fait rien. On laisse le marché décider. Incertitude permanente, hein, théorie du chaos, vous ne savez pas ce qui va se passer. Le marché, il va soit là, mais en soi, on s'en bat les couilles. Le seul truc, c'est jusqu'où vous pouvez tolérer ça. Moi, je pense qu'il faut mettre un stop par là, et point à la ligne. Voilà. Normalement, il doit même être sur le sommet des prix, hein, c'est-à-dire que là, le stop, théoriquement, il doit être là. Voilà. Il doit être ici, au-dessus de ce truc-là. Là, tout ce qui se passe là, hein, on peut très bien y passer une semaine de plus, ici, sur le dollar, à faire un petit coup en haut, un petit coup en bas, un petit coup en haut, un petit coup en bas, et puis d'un coup, si ça part, validation, renfort, etc. D'accord? Pour l'instant, le marché, il est... On revient, hein, comme tout à l'heure, on fait une analyse. Alors, on supprime les prix. Alors, on fait même mieux que ça. Donc, on supprime les prix. Les prix sont où? Donc là, ils sont dans la partie haute du canal de tendance. Sur la partie on est quasiment à la résistance du canal de tendance. On est dans un contexte vendeur, d'accord? La ligne est rouge. Et on est dans le contexte résistant. Bon, bah, normalement, qui c'est qui l'emporte entre une tendance court terme et un contexte baissier? Normalement, contexte. En tout cas, tant que on est dans un schéma baissier. Moi, je ne vais pas me torturer l'esprit plus que ça. Pour moi, ce truc-là, je ne sais pas quand, mais ça a plus de chances d'être bear que d'être acheteur. Donc, le même trade comme ça, que ce soit DXY ou n'importe quel autre actif, dans un contexte similaire, je vends, point barre. Le reste, c'est le marché qui décide. Si le DXY décide d'être haussier pour Dieu sait quelle raison et qu'au final, le dollar n'est pas baissier comme je le vois, ben c'est pas grave, je le reprendrai la prochaine fois. Mais pour moi, il a terminé son cycle de range, qui est un cycle quand même qu'on suit depuis un bon moment. Hein. On va le redétailler sur des longs termes. Mais voilà, pour moi, c'est un schéma, toujours 2 coups, 2 coups, 2 coups. C'est du gros range, quoi. On ne va pas chercher compliqué. C'est que des schémas qui avancent en 2 vagues.
Donc ben voilà, pour moi ici les deux vagues elles sont là, hein, on en a une, il nous en reste une à faire qui sera probablement assez costaud. Voilà, il en reste une assez sympa à faire qui devrait normalement casser les bottoms précédents. Juste, voilà. Franchement, le stop loss, vous avez vu la taille du stop? Vous voyez ce que ça représente par rapport au gain? Est-ce que vous croyez que ça me fait peur si je dois déclencher le stop loss? Mais j'en ai rien à foutre. Et je reprendrai le même trade la prochaine fois que j'ai un contexte qui se présente pour le prendre. Je ne prendrai que des ventes sur le dollar. Et puis si ça monte, eh ben c'est pas grave. Normalement, au bout d'un moment, il arrêtera de me donner des signaux vendeurs, où il y aura des breakouts et j'arrêterai de vendre et je dirai bravo à ceux qui l'ont acheté et on se reverra la prochaine fois qu'il faudra le vendre. Le marché, il ne monte pas toujours et il ne baisse pas toujours non plus. Il y a toujours à manger pour les deux camps. Il y a juste des moments où vous devez absolument pas manger quand il y a une tendance, tout simplement. Est-ce qu'il y a une tendance haussière sur le dollar? Ben non. Donc pourquoi tout le monde s'excite à dire le dollar, le dollar, le dollar? Pour le moment, le dollar il est en zone spéculative, donc on ne sait pas, donc on gère ses risques, point à la ligne. L'avenir dira qui des deux camps avait raison. Mais tous ceux qui sont en ce moment en train de dire il faut y aller sur le dollar, en train de donner des scénarios, moi je vous donne mon scénario, je n'ai pas dit que c'était le scénario. Hein. J'accepte tout à fait la possibilité que ce prix-là parte au nord et m'invalide. S'il m'invalide, on se reverra plus tard. Voilà. Parenthèse fermée, et je vais m'arrêter là, 50 minutes de vidéo, ça me paraît pas mal. Donc petit contenu éducatif du jour, apprenez à décrypter vos émotions, et normalement, l'objectif c'est d'arriver à trouver le schéma décisionnel qui se passe dans votre corps, pour arriver à passer d'une mauvaise décision jusqu'à probablement l'un des 3 piliers d'erreurs principaux qui sont donc l'avidité, l'impatience ou votre ego. Hein. Essayez donc toujours de vous poser la question de savoir chez vous lequel de ces 3 piliers, c'est pas un pilier, hein, mais lequel de ces laquelle de ces 3 sources d'erreur est la plus prépondérante chez vous. Et évidemment, soyez conscient que vous ne pouvez pas nécessairement détruire ces sentiments. Ce qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est à comprendre le processus réel qui se met en place avant d'arriver à la décision finale, qui est donc altérée par ces processus, pour tout simplement vous dire, ok, non, là, ma décision, elle n'est pas rationnelle à cause de ci, ça, ça et ça, donc je ne prends pas la décision que j'allais prendre il y a 10 secondes. Hein. C'est vraiment ça le processus. Avant d'appuyer sur le bouton, assurez-vous que vous ne répondez pas à l'un de ces 3 malheureux problèmes que sont l'impatience, l'avidité ou la guéguerre d'ego, c'est-à-dire la volonté de vouloir avoir toujours les meilleurs prix, toujours les meilleurs machins, qui sont malheureusement la source de toutes les surexpositions connues et autres trucs du genre. Allez, bye bye, bon week-end à toutes et à tous. Je vais finir là-dessus d'ailleurs. Je prends un week-end off, mais alors complet off, c'est-à-dire que je répondrai à aucun mail, quoi que ce soit. Donc tous ceux qui me demanderont des choses pendant ce week-end, vous n'aurez de réponse que lundi ou la semaine prochaine. Alors, je gérerai quand même les entrées des nouveaux abonnés, parce que c'est quand même la moindre des choses. Quand vous prenez votre semaine d'essai, je ne vais pas vous activer 2 jours plus tard. Donc je vous ajouterai, par contre soyez conscient qu'il y aura peut-être un peu plus d'attente que d'habitude. Là en général j'essaie de vous traiter quasiment en temps réel, où vous allez avoir maxi 1 ou 2 heures d'attente. Là clairement ça risque d'être un peu plus que ça. Voilà, sinon donc c'est ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À lundi, bon week-end, soyez sages, surveillez les cryptos, ne soyez pas blasés si elles explosent pas pendant le week-end. Mais normalement, d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir des réactions, je pense, un peu plus intéressantes, sans conditions obligatoires. Voilà, c'est mon ressenti me dit que théoriquement, là, on devrait quand même avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent assez prochainement, en poursuite, gentiment, donc du momentum acheteur qu'on a initié il y a quelques jours et quelques semaines. Bye bye.